Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans le numéro 19 de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le lundi 28 septembre et nous sommes en direct comme tous les soirs. Et comme tous les soirs, vous le savez, nous essayons de décrypter, de vous donner les clés pour mieux comprendre l'actualité nationale et internationale. Et vous le savez, vous êtes habitués dès maintenant. Nous le faisons en compagnie d'experts nationaux et internationaux. N'oubliez pas que cette émission est également la vôtre. Vous le savez désormais. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de Média TV et sur le compte Twitter de l'émission #60MPC. Les experts et observateurs qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Younes Sayeh, bonsoir. Vous êtes ingénieur en maîtrise des risques et également expert en assurance. Bon, il y a beaucoup d'autres qualificatifs, mais c'était trop long pour mettre sur le synthé, mais votre expertise nous sera très utile ce soir. Anas Filali, vous êtes expert en réseaux sociaux. Et Omar Sabri, vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des agences de voyage. C'est l'accident le plus grave survenu à la Mecque depuis 25 ans. Et ce soir, des familles entières sont encore dans le doute, sans nouvelles de leurs proches. J'aimerais ce soir, au nom de l'émission et au nom de Média TV, leur transmettre toute notre sympathie et notre compassion, ainsi que nos plus sincères condoléances à toutes les familles et proches des victimes de cet horrible drame. Et je rappelle que ces victimes sont aussi bien marocaines qu'étrangères. Ce drame pose plusieurs questions. Comment peut-on gérer un tel afflux de personnes? Comment s'organisent les voyages? Et quel est le rôle des agences de voyage, des tours opérateurs spécialisés? Comment gère-t-on la communication ô combien sensible et attendue par les familles des personnes concernées à plusieurs milliers de kilomètres? Les leçons d'un drame, point d'interrogation, c'est le titre de l'émission de ce soir. Choc, drame, tragédie, les qualificatifs sont nombreux pour décrire l'incident du Hajj le plus meurtrier depuis 25 ans. 769 morts et 934 blessés. C'est le dernier bilan de la bousculade sur le site de la lapidation d'Estelle Amina. La catastrophe s'est produite vers 9 h du matin, près du pont érigé au cours de la dernière décennie pour améliorer la sécurité et permettre à quelques 300 000 pèlerins d'accomplir le rituel. Une collision entre une foule quittant l'une des stèles et une marée humaine venant en sens inverse est à l'origine du drame. Le choc a eu lieu plus précisément à l'intersection des rues 223 et 204 entre Mina et le site de Jamarat, là où se déroule la lapidation de Satan. Ces deux rues sont d'ailleurs parmi les plus étroites de Mina. Selon les autorités saoudiennes, plusieurs pèlerins se mettent en mouvement sans respecter les horaires fixés par les responsables de l'organisation. Un rapport détaillé et complet serait soumis au roi Salman bin Abdelaziz. C'est ce qu'a assuré le général Abdelaziz As-Souli, commandant des forces de sécurité saoudiennes en charge du Hajj. Les recherches se poursuivent, mais Riyad n'a toujours pas établi la liste des victimes par nationalité, car l'opération de recherche et de confirmation des identités est très compliquée. Le vendredi 11 septembre, un autre drame a touché les fidèles musulmans. Plus de 100 personnes ont trouvé la mort lorsqu'une grue s'est effondrée sur la grande mosquée de la Mecque. Ce n'est pas le premier incident du genre en Arabie Saoudite. En janvier 2006, une bousculade à Mina a fait plus de 300 morts et en 1990, plus de 1400 pèlerins ont trouvé la mort asphyxiés dans un tunnel piétonnier d'accès au même site. Bien, messieurs, nous allons essayer, autant que faire se peut, ce soir, de décrypter cet événement. Et Dieu sait que beaucoup de gens qui nous regardent sont encore dans l'attente d'avoir des nouvelles de proches. On va revenir sur la chronologie des événements. On parlera de la communication qui a été faite autour de ça, d'images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. On parlera de cette indécence. Mais avant cela, on va essayer de décrypter de manière factuelle. Alors, on sait que dans ce genre de cas, et je m'en excuse par avance, il faut être froid et implacable dans la manière avec laquelle on analyse les choses. Ça n'enlève en rien, et encore une fois je le répète, notre compassion pour les gens qui attendent des nouvelles de leurs proches ou qui ont perdu des proches de manière avérée dans cette bousculade. Je sais que vous vouliez que je vous donne la parole dans un premier temps, avant que l'on commence à analyser le problème. Alors, tu m'excuseras, Faisal, chers téléspectateurs aussi, je vais parler en arabe parce que La ilaha illallah wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un drame entier, puisque plus de 1600 personnes sont victimes, mais derrière, des milliers et des milliers de victimes un peu partout dans le monde qui ont salué leurs proches au départ d'un avion, peut-être d'un bateau, pour
qu'ils puissent vivre ce moment extrêmement important dans la vie de chaque musulman, ce moment de recueillement en paix, et revenir bien sûr au sien en bonne santé et en étant bien sûr vécu ce moment extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une situation où des milliers de pèlerins se sont retrouvés dans une situation qu'on va pouvoir décrypter tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut aussi donner sa place à ce drame, parce que je me pose la question, en toute honnêteté, et si c'était des Européens ou des Américains, je crois que ça serait un drame international. Aujourd'hui, seuls les Arabes, seuls les musulmans portent ce drame dans leur cœur. Et je crois qu'il faut s'arrêter et prendre les bonnes décisions et avancer et faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. On reviendra bien sûr sur ce côté-là, mais notamment le pape a rendu hommage aux pèlerins lorsqu'il était aux États-Unis. Si Omar Sabri. Pour ma part aussi, je me joins à mon collègue et pour dire présenter mes condoléances aux familles des victimes. Et dire aussi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est quand même malheureux que des gens partent en Arabie Saoudite pour accomplir le rite sans savoir s'ils allaient revenir ou pas. Aujourd'hui, nous sommes devant un drame qui est quand même c'est quelque chose de très très dur à encaisser, surtout pour les familles des victimes. Nous croyons que ce genre d'événement est dépassé parce qu'il fut un temps où nous vivions tous les années des drames similaires, mais à moindre degré. Mais les autorités saoudiennes, ils ont quand même fait pas mal d'efforts pour améliorer les conditions, surtout à Minan et à Arafat, de lapidation et tout ce qui en suit, pendant les 4 jours de Jamarat. Les efforts sont là. Malheureusement, il y a des accidents qui surviennent, et celui-là est survenu des années après pour arriver aujourd'hui à un drame avec un nombre de victimes. Et on va essayer de le comprendre. Younes Sayeh. Oui, à mon tour, bien sûr, de présenter mes condoléances et ma profonde compassion à toutes les familles et au monde musulman et autres aussi qui souffrent de cette tristesse. Je ne sais pas si c'est le moment d'expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que ce soir, on va y arriver, oui. Je pense que beaucoup de gens, d'abord, attendent des réponses par rapport à ce qui s'est véritablement déroulé, parce que nous savons qu'il y a eu énormément d'efforts en termes de gestion de flux, en termes d'optimisation, de marche en avant pour qu'aucun événement comme celui-ci n'arrive. Mais il arrive toujours que quelques événements, on aura l'occasion peut-être de rebondir sur un schéma pour un peu expliquer. Alors on va essayer, ce qui s'est passé. Encore une fois, on va essayer sur ce sujet, on a essayé vraiment de faire le tri avec la rédaction, de tout ce qui avait été dit, transmis, pour éviter de dépolluer un peu tout ce qui a été dit depuis l'accident. Alors, avant cela, j'aimerais qu'on revienne. Déjà, à la base, c'est pour ça que, Omar Sabri, c'est très intéressant que vous soyez avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des agences de voyage. Donc, vous êtes amené à prendre en charge, ou les agences de voyage sont amenées à prendre en charge, du moins les spécialisées, à prendre en charge des contingents de pèlerins. Expliquez-nous tout simplement, pour qu'on puisse comprendre, encore une fois, départ Maroc, arrivée à la Mecque, quels sont tout le processus qui est mis en place. Bon, on va pas le faire en une demi-heure, mais au moins qu'on puisse voir les jalons essentiels et à quel niveau et quelle est la responsabilité des agences de voyage. Très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien donner quelques informations concernant déjà les agences qui encadrent les pèlerins. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est dans la 2e année d'un nouveau système qui a été instauré il y a 2 années et qui consiste en la liste unique, c'est-à-dire auparavant, les pèlerins, avant de s'inscrire pour participer au pèlerinage, ils choisissaient leur prestataire de service, soit le ministère des Affaires islamiques, soit les agences de voyage. Donc cela se faisait avant de s'inscrire. Aujourd'hui, la donne a changé. Le pèlerin s'inscrit d'abord. Une fois tiré au sort, quand je dis tiré au sort, il faut savoir qu'il y a plus de 100 000 Marocains qui demandent chaque année d'accomplir le pèlerinage. C'était le chiffre cette année? Non, plus de 100 000. Mais le Maroc dispose d'un quota de 32 000. Donc le ministère des Affaires islamiques, donc le Maroc, est obligé de faire un tirage au sort pour tirer les 32 000 pèlerins par tirage au sort. Donc une fois on rappelle juste le chiffre. 32 000 Marocains. Alors
que l'Arabie Saoudite a fixé. Avant, c'était 1% de la population de chaque pays musulman, ouais. Voilà. Mais depuis les travaux, c'est 1 pour 1000. C'est toujours 1 pour 1000, mais depuis il y a 2 années, donc, ils ont réduit le nombre de pèlerins de 20%. D'accord ? L'année dernière, par exemple, il y a 2 années, on avait un nombre de pèlerins qui était tiré au sort. On a été obligé à la dernière minute donc, de réduire le nombre de 20%. Donc, et on a réduit toutes les personnes donc, dont l'âge était très très bas. Vous voyez, donc les jeunes, on les a laissés pour l'année d'après. Donc une fois ces gens tirés au sort, donc ils choisissent le prestataire de service. D'accord ? Soit ils s'inscrivent avec le ministère des Affaires islamiques, soit avec les agences de voyage. Les agences de voyage qui encadrent les pèlerins sont des agences de voyage qui sont labellisées. Quand je dis labellisées, c'est-à-dire que c'est des agences qui ont présenté des dossiers au ministère du Tourisme, qui est le ministère du tutelle, et qui sont choisis selon leur capacité financière, selon leur expérience d'organiser le pèlerinage et l'encadrement qu'ils fournissent aux pèlerins. D'accord ? La troisième chose très importante de ce nouveau système, c'est la libéralisation du marché. Le marché a été libéralisé totalement, ce qui a fait qu'on a une compétition entre les agences de voyage. Donc il y a une offre qui est très variée sur le marché avec des prix qui sont très très différents. Auparavant, il y avait 3 produits, standard, économique, premium, dont les prix étaient fixés au préalable par une commission de la fédération et le ministère du Tourisme. Aujourd'hui, les tarifs sont libres. Cette année, les agences de voyage ont encadré plus de 7300 pèlerins. Donc c'est une augmentation de plus de 90% par rapport à l'année dernière. Chaque agence gère à peu près combien? On peut avoir une moyenne? C'est ouvert maintenant. Auparavant, c'était des quotas qui sont fixés de 45 pèlerins par agence. Aujourd'hui, on peut encadrer 2, 3, comme on peut encadrer 100 à 200. Cette année, nous avons des agences qui ont pu inscrire plus de 200 pèlerins. C'est du travail, ça, voilà, c'est du boulot. Oui. Donc, ce qui est bien aussi dans ce nouveau système, c'est que c'est un système qui pousse les agences de voyage à travailler en groupement. Créer des groupements. Donc, on a créé des groupements pour mutualiser et les achats, mutualiser les frais et travailler ensemble. Alors, quelle est la responsabilité, je vous pose la question à tout le monde, mais c'est ça, quelle est la responsabilité de l'agence de voyage? Je rappelle encore une fois qu'on essaie de faire tout le processus pour qu'on voit, on parlera bien sûr arriver à la Mecque. La responsabilité, vous êtes également expert en assurance, Younes Sayeh. Il y a toute la partie assurance lorsqu'on part à la Mecque. De quelle manière les gens sont-ils couverts en termes d'assistance et en termes d'assurance lorsqu'ils passent par une agence de voyage? Alors, l'agence de voyage en tant qu'entité a elle aussi des assurances en termes de responsabilité civile, de responsabilité civile d'exploitation. Je parle sous le contrôle de professionnel, une RC professionnelle. Donc, RC professionnelle va encadrer tous les aspects d'erreurs professionnelles, de manque par rapport à l'exécution et à la livraison de la promesse en termes de prestations. Malheureusement, l'Arabie Saoudite fait partie de ces rares pays qui sont exclus des contrats d'assistance. Les contrats d'assistance. D'assistance, bien sûr. Et ces contrats, malheureusement, sont importants. Et cette exclusion n'est pas étrangère au fait que c'est un voyage d'aléa. C'est un voyage où on va à l'encontre d'un certain nombre d'efforts physiques, d'un certain nombre de périples. Et l'assistante a jugé qu'il était peut-être judicieux d'exclure ce pays. Il y a des réflexions pour que l'on puisse prendre aussi, en termes d'assistance, cette destination, qui est une destination qui est peut-être record en termes de voyageurs annuels, que ce soit pour l'Umrah ou le Hajj. Et malheureusement, aujourd'hui, elles font partie des exclusions. Alors revenons à arriver à la Mecque. Bon, voilà, le voyage se passe bien, on y arrive. Quelles sont les mesures prises en place par les agences de voyage pour, j'imagine qu'avec le monde qu'il y a, et on le voit, comment on identifie les gens, comment on sait où est-ce qu'ils vont, de quelle manière ils sont drainés, de quelle manière ils sont encadrés, par quel type de groupe, etc., pour qu'on comprenne après par la suite le rôle des agences de voyage dans une situation où on est aujourd'hui qui est l'identification, qui est de savoir où sont les gens et qui ils sont. Donc déjà, avant de partir en Arabie Saoudite, chaque agence est obligée de mettre en place des encadrants, un encadrant technique, un encadrant religieux et un responsable de l'agence pour accompagner le groupe de pèlerins pendant toute la période de leur séjour en Arabie Saoudite.
Avant de partir aussi, il y a un contrat qui est signé entre le pèlerin d'un côté et l'agence de voyage qui stipule tous les engagements pris par l'agence de voyage vis-à-vis de ce pèlerin, à savoir sa date de départ, sa date de retour, la catégorie d'hôtel, le nom de l'hôtel, la distance de cet hôtel par rapport aux deux lieux saints, que ce soit à Médine ou à Mecca, et ainsi de suite. Donc s'il y a quoi que ce soit, le moindre problème, le pèlerin peut se retourner contre l'agence de voyage en écrivant directement au ministère du Tourisme. Parce qu'une fois l'opération terminée, il y a un conseil de discipline qui examine toutes les réclamations émanant des pèlerins. Alors, Donc, une fois arrivé sur place, il faut savoir qu'il y a pas mal de paramètres qui échappent à l'agence de voyage dans cette opération de pèlerinage. Pour chaque pèlerin qui se rend en Arabie Saoudite, l'agence de voyage paye un chèque, ce qu'on appelle le chèque de l'khadamat, c'est-à-dire c'est un chèque de 1029 rials, l'équivalent de 2700 dirhams, qui couvre le transport du pèlerin pendant toute la durée de son séjour. C'est pour chaque pèlerin. Voilà, pour chaque pèlerin. Aucun pèlerin ne rentre en Arabie Saoudite s'il n'a pas ce chèque. D'accord? Donc ce chèque, il couvre les frais de transport du pèlerin pendant tout son séjour en Arabie Saoudite. Il couvre aussi son séjour pendant les Ayyam Tashriq à Minan et Arafat, c'est-à-dire une place dans la tente à Minan, c'est-à-dire ça c'est le service minimum. D'accord? Les agences de voyage, ce qui les différencie par rapport aux autres produits, c'est qu'ils donnent des services qu'on appelle des complémentaires. D'accord? Ces services complémentaires, ils concernent le transport, c'est-à-dire pendant ces 4 jours de Minan et Arafat qui sont le summum donc, de cette opération. C'est un autocar pour chaque groupe, d'accord? Sachant que pendant le déplacement des pèlerins de la Mecque à Minan, il y a plus de 60 000 véhicules qui se déplacent au même moment et au même temps d'un endroit X pour partir à un endroit Y. Donc il faut le vivre pour l'imaginer. Donc chose qui n'est pas évidente. Donc un autocar, il ne peut pas faire des allers-retours pour aller chercher, déposer des pèlerins, revenir pour en chercher d'autres. Donc c'est pas évident. Donc les agences de voyage paient un supplément pour s'octroyer les services d'un autocar pour un groupe pendant tout le séjour. Mais à partir de là, votre responsabilité s'arrête, c'est-à-dire que ce sont des infrastructures saoudiennes, bien sûr, mais avec des responsables saoudiens sur place. Oui, c'est-à-dire nous, on a sur place, des contacts on a ce qu'on appelle Moussassa qui gère un petit peu tout ce qui est le transport, tout ce qui est. On a les motowifin, donc pendant Minan et Arafat. Quand je dis qu'il y a certains paramètres qui nous échappent, c'est-à-dire le transport, il nous échappe. D'accord? Parce qu'on ne peut pas garantir la qualité des autocars qui sont mis en place par les autorités saoudiennes. Donc on peut tomber sur un car qui est très neuf, comme on peut tomber sur une carcasse qui a 15-20 ans. Donc ça c'est certain. Un Minan aussi, donc Minan c'est très spécial. Hein. C'est le Hajj, mais c'est une étape qui est très très difficile, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau, comment dirais-je, à tous les niveaux, sanitaire, logistique, tout ce que vous voulez, physique aussi, voilà, physique. Donc il faut vraiment avoir la foi pour résister et ne pas craquer pendant ces 4 jours de Minan. Mais alors, comment... Si vous permettez, est-ce que, normalement, il y a des badges aussi, il y a aussi des systèmes d'identification. C'est vraiment l'identification. Quand est-ce qu'on les met? C'est à ça que je veux arriver. Chaque groupe, avant le départ du Maroc, nous donnons à chaque pèlerin un badge qui comporte le drapeau du Maroc, le nom de l'agence de voyage, le nom de l'hôtel MK et à Médine avec leur numéro de téléphone, le numéro du carré du motowif, parce qu'à savoir sur Minan, vous avez des carrés pour chaque motowif et chaque carré a un numéro, et le nom du motowif. Je vous donne un exemple, le carré 87 du motowif X ou Y. Donc tout ça, tous ces éléments sont mentionnés sur le badge du pèlerin. Une fois arrivé en Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes ou le motowif récupèrent le passeport du pèlerin à l'aéroport. Et le pèlerin ne peut disposer de son passeport qu'à la sortie du territoire saoudien. Et entre-temps, le motowif lui donne aussi un badge. Le badge avec le numéro de l'emplacement du carré du motowif. Donc tout ça, c'est des éléments qui permettent d'identifier... Mais qui ne contient pas le nom et le prénom de la personne. Si. Ce badge-là voilà. Qui est porté. Non, le badge qui... Voilà, il comporte le nom du pèlerin, sa date
Donc le nom de son agence, le numéro de son passeport des fois et celui L'organisation est parfaitement orchestrée, c'est-à-dire que ce soit à l'arrivée ou ailleurs, j'ai essayé tout à l'heure de faire une espèce d'audit où il y aurait, c'est un peu notre travail, où il y aurait des failles par rapport à la traçabilité Tout le process, hein, du process depuis le départ, où est-ce qu'on pourrait faillir, etc. C'est très bien fait, que ce soit en termes de traçabilité sur l'humain, que ce soit en positionnement, que ce soit dans le carré lui-même est situé dans une avenue qui chemine par une route quelconque, le retour doit se faire par un autre moyen. Il y a 1 heure, pour ne parler que de Jamarat, pour le Rajm, il y a 1 heure où chaque délégation, chaque groupe doit respecter pour sortir, pour qu'il y ait, si tu veux, une fluidité, alléger les flux. Il est hors de question qu'il y ait du contre-flux. On doit absolument, c'était la cause de l'accident de cette fois-ci, d'emprunter le même chemin pour revenir. Les flux ne doivent jamais se croiser. On doit toujours être en marche en avant. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens, par raccourci ou par facilité ou pour peur aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu ignares, qui ne sont pas très portés sur la connaissance, qui sont dans un état de fatigue extrême, comme a dit mon ami. C'est 3 jours de fatigue, de manque de sommeil, il fait très chaud, on est dans un état presque de transe. Les gens sont en état de transe, surtout ceux qui partent vers Rajm, ils sont en train dans un état de dhikr, etc. Et il faut peut-être pas leur demander de trop se rappeler de telle ou telle consigne. Donc tout ça combiné fait que nous avons beaucoup de gens qui préfèrent revenir par le même chemin où ils sont venus pour revenir à leur tente parce qu'ils sont fatigués, ils peuvent pas faire le détour par le périphérique. On va revenir parce que c'est vrai, vous dites qu'hier, on a vu dans le reportage, il y a des travaux qui ont été faits. Il y a aussi, on a une image satellite, vous allez nous expliquer, Younes Sayer, comment ça s'est passé. Mais avant, c'est qu'il faut quand même revenir à 1990, qui a été un accident absolument incroyable. 1400 personnes sont décédées dans le tunnel de Mina. Et puis, je dis encore... Aussi, oui. Ouais, mais je dis 1990 parce que je le dis aux gens qui nous regardent. Je l'ai vécu avec mes parents qui étaient à cette date-là. J'avais 14 ans et à l'époque, il n'y avait ni portable ni quoi que ce soit. Et on a attendu 10 jours avant d'avoir des nouvelles à cette époque-là. Donc je comprends avec beaucoup d'émotion ce que peuvent ressentir les gens qui attendent des nouvelles. Depuis, il y a énormément d'infrastructures qui ont été mises en place. Ça donne ça. Alors, je vais demander à Younes Sayer juste de nous expliquer, parce que si on voit cette image... Alors, on voit très clairement sur cette image toute la structuration des tentes qu'on voit à la droite des images. Donc, les tentes qui sont organisées par carré. Les parties blanches sur la droite. La partie blanche, tout ça, ce sont des tentes avec des grandes avenues, les rues. Dans la rue 204, qui est malheureusement connu l'événement, il y a de grands boulevards et chaque carré, on peut accéder depuis son carré de tente directement vers le boulevard par des portes qui sont elles aussi sécurisées et qui sont protégées par des grillages. Une fois sur l'avenue qui va nous permettre d'aller à gauche de la photo vers Jamarat, il y en a 3. Il y en a 3, il y a le Jamarat Soghra, la moyenne et la grande. Il faut savoir que cet endroit est sur plusieurs étages, il est sur 4 étages, qu'on peut utiliser les étages pour faire l'opération de lapidation. Et en fonction des flux, on va gérer d'ouvrir un étage, 2, 3 et permettre au flux de monter et de ressortir de l'autre côté. Le principe étant qu'il n'y ait jamais, voilà on voit mieux la photo, qu'il n'y ait jamais de concentration humaine ou de retour de flux. Alors, les cylindres qu'on voit ce sont des ascenseurs. Les cylindres qu'on voit sur les côtés sont des ascenseurs et après ce sont les 4 étages par lesquels on peut accéder à une espèce de puits, d'immense puits, qui est utilisé périphériquement pour permettre l'opération de lapidation. Une fois qu'elle est effectuée, on devrait ressortir par les voies latérales que vous voyez qui descendent et qui permettent de rejoindre un boulevard périphérique pour revenir et ne jamais emprunter en aucun cas le même chemin par lequel on est arrivé et revenir par le boulevard périphérique vers le carré de sa tente, en contournant. Bon, ce contournement, des fois, prend 2 heures, prend 2 heures, voire plus, et beaucoup de gens l'évitent en revenant
par les mêmes avenues. Il faut savoir que sur ces avenues aussi, celle qui est en vert que vous voyez, qui a été le problème, c'est passé à l'intersection de la rue 204 et de la rue 223. Tout à fait. Ouais. Là-bas, il faut savoir que sur ces rues aussi, il y a beaucoup de gens qui se mettent par terre, parce qu'il y a le hajj structuré tel qu'en parlait mon ami, mais il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent des pays à côté et par manque de moyens vont s'installer un peu partout. Il y en a qui dorment même un peu partout dans la rue. Les gens qui ont accompli le hajj les ont bien vus. Et ces gens sont aussi des obturations par rapport aux voies d'évacuation. Alors dès qu'il y a eu un contreflux, on s'est retrouvé avec deux marées humaines l'une face à l'autre et il y a eu ce qui s'est passé parce que dès qu'il y a une chute, les personnes tombent par terre, elles constituent un goulot et il y a un chevauchement humain qui est terrible et les gens meurent par étouffement, par fatigue, par chaleur et par suffocation. Donc ce sont les causes directes. Alors il y a des études qui ont été menées après avec les caméras ont permis sur les accidents précédents justement qui ont permis de mettre en place toutes ces infrastructures. On parle de densité de population au mètre carré. Là on est sur des densités qui avoisinent les 9-10 personnes au mètre carré alors que dans des études on est à partir de 5 personnes au mètre carré, ça commence à devenir dramatique. Est-ce que ces infrastructures telles qu'on les voit permettent on rappelle encore que tout ça c'est piéton, hein. On a l'impression que ce sont des autoroutes. Voilà, les échangeurs sont des échangeurs piétons. Aujourd'hui, le mouvement de foule qui a provoqué ce drame, c'est tout simplement le contreflux. C'est-à-dire que là, il y a quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, une vanne qui a été ouverte. À partir du moment où il y a un mouvement de foule, de quelle manière on crée des zones de dilatation pour que ça sorte? Alors, la structuration telle qu'elle est faite, quand on la voit ici, elle est fabuleuse, hein. Il faut savoir que c'est censé permettre qu'il n'y ait pas d'événement. Maintenant, l'erreur est souvent humaine, comme lorsqu'on en parle. Souvent, dans les structures, l'erreur est humaine et la défaillance part d'un non-respect d'une consigne. Les gens ont un timing pour aller vers le Jamarat. Il y en a qui ne respectent pas le timing. Il y en a qui veulent partir un peu plus tôt. Il y en a qui préfèrent pendant qu'ils sont en train de finir d'autres manasiks, de faire rajm mais revenir se reposer une bonne fois pour toutes. Je parle sous votre contrôle. Voilà, si vous permettez, je peux rajouter une chose. Vous êtes tous allés, hein. C'est que selon les rites, nous autres, en Afrique du Nord, donc on suit le rite malikite, donc le madhab al-maliki, qui suppose donc et qui disait qu'il faut aller pour le lapidation, pour rajm, il faudrait le faire après la prière de Dohr et entre le Maghrib. Vous savez, donc ce qui fait à un moment, donc il y a encore quelques années, à chaque fois que les gens se déplaçaient pour aller pour la lapidation, donc il y avait toujours des morts parce qu'il y avait une concentration incroyable de pèlerins du Maroc, de l'Algérie, Tunisie, Égypte et tout. Depuis, il y a une fatwa qui a été des autorités saoudiennes qui permettent, donc des autorités religieuses qui permettent aux pèlerins d'aller faire ce rajm à n'importe quel moment de la journée pour éviter cette concentration de population à un moment précis, dans un endroit précis. D'autant plus, comme disait mon ami tout à l'heure, il y a un programme qui est établi et qui est dispatché à tous les carrés, à tous les motowifs pour leur dire, voilà, le carré 87 doit faire son rajm, lapidation entre telle heure et telle heure. Voilà, et ainsi de suite. Donc c'est pour gérer un petit peu ce flux. Malheureusement, des fois, les gens ne respectent pas cette consigne, malgré que cette fatwa existe, donc qui permet aux pèlerins d'aller à n'importe quel moment faire ça. Là, il y a des gens qui disent non, on voudrait la faire parce que le rite maliki insiste pour que ça soit fait entre telle heure et telle heure. Or, le din yusr wa laysa usr, d'autant plus dans le Coran, wala tulqu bi anfusikum ila taluka, quand on voit un problème ou qu'on va vers un problème, donc il faut l'éviter. Donc on a beaucoup de gens qui nous disent le moment de revoir la gestion du Hajj est arrivé. On ne peut pas tolérer en 2015 des drames aussi insupportables. Voilà, justement, on va voir de quelle manière ces infrastructures elles vont y répondre. Il y a des travaux qui sont en cours pour accueillir encore plus de pèlerins. On fait une petite pause et on reparle de ça juste après.